Alors aujourd'hui, on va parler de la raboteuse la raboteuse la rabot d'ego. Voilà, la rabot d'ego. Et salut les boiseux. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, j'ai dit essayer parce que c'est pas forcément simple à expliquer, même si l'appareil en fait n'est pas très compliqué en lui-même, comment ça fonctionne une dégauchisseuse. Je l'ai dit là, bien, super nickel. Bon, qui est derrière moi, ça n'est pas une dégauchisseuse, c'est une raboteuse dégauchisseuse. C'est une combinée en fait. La partie supérieure, c'est la dégauchisseuse, et la partie inférieure en dessous, en général on le met en dessous, c'est la partie raboteuse. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une des deux parties, celle du dessus, la dégauchisseuse, qui va vous servir à obtenir une face plane. Et la partie qui est en dessous, la raboteuse, va vous servir à obtenir une seconde face parallèle à cette face plane. Et si je vais un tout petit peu plus loin, quand je vais passer ma planche comme ça, je vais obtenir une face plane. Elle n'est pas tout à fait plane, hein, celle-là, un petit trou. Et ensuite, quand je vais la passer ici, contre ce guide-là, je vais obtenir une face d'équerre à ma face plane. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer mon bout de bois, ma planche, en dessous, là, dans la raboteuse, et je vais obtenir une seconde face plane parallèle à la première face plane que j'ai dégauchie. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le champ, et je vais obtenir une quatrième face plane parallèle au premier champ que j'aurais mis d'équerre par rapport à ma face. Tout ça pour avoir un parallélépipède. Elle est hard cette vidéo. Rectangle, sachant qu'ensuite quand je vais venir tronçonner d'équerre chacun de mes deux bouts, j'aurai un parallélépipède parfait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en menuiserie un avivé. Et c'est la base de quasiment tous nos projets, c'est l'avivé. Voilà. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est comment je fais pour obtenir mon avivé, parce que si mon avivé n'est pas géométriquement parfait, bien ensuite j'aurai des problèmes pour mes assemblages, pour fabriquer mon meuble qui soit droit, etc. Donc, nous, on va se pencher dans un premier temps sur le réglage de la partie dégauchisseuse, sachant que pour la partie raboteuse, il n'y a rien à faire en réalité. Avant d'aller plus loin, on va juste faire une hypothèse de départ, qui est que mes fers, mes 4 fers, puisque sur cette dégauchisseuse j'ai 4 fers, sont correctement positionnés sur mon arbre, et pour les positionner correctement, j'utilise des positionneurs de fer, et au sujet des positionneurs de fer, il y en a qui les aiment et il y en a qui les aiment pas. Moi, ça me convient, peut-être tout simplement parce que j'ai appris avec ça. Voilà. Donc, les 4 fers sont correctement positionnés sur mon arbre, ce qui signifie que mon arbre forme un cylindre en rotation, et que tous les fers, ils dépassent exactement pareil, et ils sont parallèles à l'axe du cylindre, et ils sont donc parallèles entre eux. Voilà, c'est un petit peu à ça que servent les positionneurs. Donc on met complètement de côté l'emplacement des fers dans la dégauchisseuse. Moi j'utilise des positionneurs. Il y a 1 million après de manières de positionner des fers. Chacun a sa méthode, il y a des petites variantes, mais j'ai pas du tout envie de rentrer aujourd'hui dans des débats. Et puis quand on rentre dans Dédé, il est pas content. Ou il est content, ça dépend un petit peu des orientations de Dédé, mais c'est pas le sujet. Bon, il fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Oh là là. Dédé! Donc, dans les accessoires que je vais utiliser, il y a ce morceau de bois-là, qui est parfaitement rectiligne sur une de ses faces. Je ne sais plus laquelle, c'est celle-là. Et c'est très très important, je viens juste de le dégauchir parfaitement avec un rabot à main. Et je sais qu'il est droit, je peux le vérifier avec une règle, il est nickel. Et donc je le vérifie pour vous être agréable, et il est impeccable. Je vais également utiliser cette chose, qui est une règle dite de maçon, en tout cas. Ce que je lui demande essentiellement, c'est d'avoir un côté parfaitement droit. Et franchement, j'ai l'impression qu'il est bien droit. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Méfiez-vous parce qu'il y a des règles de maçon qui des fois ont pris un jetard ou qui sont livrées carrément tordues. Celle-ci est bien.
Donc voilà. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle est magnétique sur le dessous. Alors c'est des avantages et des inconvénients, mais on va voir, c'est pratique quand même des fois. Dans un premier temps, et c'est la première chose qu'il vous faut régler sur une table de défonceuse, c'est la table de sortie. Et la table de sortie doit être parallèle au fer. C'est important. Pour ça, je vais vérifier, ça aussi c'est important, que lorsque je passe un bout de bois sur la table de sortie en l'appuyant bien, ça accroche un tout petit peu les fers et c'est ce qu'on voit là. J'ai une très très légère accroche. Et bien sûr, il faut que cette accroche soit pareille partout. Là, la table a été complètement déréglée par une personne. Et si je regarde ici de ce côté, j'ai pas du tout le même phénomène, c'est-à-dire que là, j'accroche pas du tout. Ça signifie que de ce côté, a priori, la table est à la bonne hauteur, mais là derrière, elle n'est pas du tout à la bonne hauteur. Donc je vais déplacer la caméra et je vais vous montrer comment je procède à l'arrière, sachant que c'est une raboteuse d'entrée de gamme et que par conséquent, il faut un petit peu que je m'adapte à la bête. Maintenant, alors, la machine est débranchée, c'est pour ça que je peux enlever les protections et passer mes doigts un peu partout. Quand même se méfier, un fer, ça coupe. Ceux-là, c'est moi qui les affûte en plus, comme je les passe au démorphilage et que derrière, j'ai vraiment une coupe nickel. Alors, je vais juste vous montrer avec la caméra un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de place. Voilà, donc sur l'arrière de la raboteuse, ce qu'on voit, c'est que j'ai ici un système de verrouillage, là, voilà, qui me permet de lever ou pas la table. Et si on regarde en dessous, j'ai un système d'écrou contre écrou ici, qui me permet de relever ou de rabaisser un petit peu la table. Et c'est de ça que je vais me servir pour la descendre un petit peu, parce que ici, visiblement, elle est un petit peu haute. Alors, le système d'écrou contre écrou, c'est vraiment du low cost. Hein. Donc je vais venir desserrer les contre-écrous. Donc là, j'accroche toujours pas. Et je vais venir petit à petit descendre. Donc en fait, je vais essayer d'obtenir exactement la même accroche que l'autre côté. Hein. Donc là, je n'y suis pas encore, hein, ça touche pas. Et ici, ça touche peut-être un tout petit peu trop quand même. On va voir ça après. Ça commence à accrocher très légèrement. Donc il m'en faut encore un tout petit peu, mais là, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais resserrer en fait le verrouillage pour m'approcher un petit peu des conditions réelles d'usinage. Donc là, je n'y suis pas encore. Il va falloir que je descende encore un peu. Alors j'ai oublié de le dire, mais normalement avant il faut complètement descendre cette table-là, hein, la table d'entrée, parce que sinon ça me gêne. Vu qu'a priori elle est à peu près aussi mal réglée que la table de sortie. Voilà. J'ai un très gros dépassement de mes fers, beaucoup trop gros. J'ai trop descendu mes tables. Du coup je vais les remonter un petit peu. Donc pour ceux qui suivent, on a touché à la table d'entrée que pour qu'elle ne nous gêne pas. Pour l'instant, elle n'est pas réglée, puis on s'en fout. Peut-être un tout petit peu trop haut. Alors là, on est pas mal. Et là, on est vraiment bas. Donc on va remonter encore un tout petit peu. Donc là, quand je viens devant, ça racle vraiment très peu, mais derrière, alors on y voit mieux quand on est sur place, ça racle un petit chouïa plus. Donc je vais remonter encore un tout petit peu mes tables. On travaille, je pense, sur des valeurs de l'ordre du centième à chaque fois. Hein. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste vérifier que mes deux écrous là contre écrous ont vraiment une tension nickel. Voilà. Et je viens juste verrouiller le système d'écrou contre écrou.
Alors après, moi j'ai vraiment une raboteuse d'entrée de gamme. Sur les systèmes professionnels, on a des raboteuses qui sont quand même nettement de meilleure qualité, moins des difficultés, c'est plus facile à régler. Bref, maintenant on sait où on en est. Voilà, donc j'ai escamoté les fers, comme ça ils ne me gênent plus pour venir régler ma table d'entrée. Donc, j'ai placé la deuxième caméra, normalement à peu près au ras du niveau de la table pour qu'on voit bien ce qui va se passer. J'ai donc réglé ma table de sortie parfaitement nickel au niveau de l'affleurage des fers, c'est avoir un tout petit peu d'accroche. La raison est simple, hein. Quand vous allez venir avancer votre bout de bois là, les fers ils vont manger cette partie-là. Il faut qu'ils en mangent juste le nécessaire pour que vous accrochiez pas ici à l'entrée de la table quand vous allez monter dessus. Donc ça doit représenter quelque chose comme un 10e ou un 20e de millimètre de plus que le ras de la table de sortie. Donc c'est vraiment très très peu. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va régler la table d'entrée de manière à ce qu'elle soit parfaitement parallèle à la table de sortie. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit parallèle aussi bien comme ça que comme ça. Donc on va commencer par ça, et ensuite on jouera là-dessus. Sachant que, encore une fois, j'ai une raboteuse d'entrée de gamme, donc les réglages sont pas simples. Donc pour ça, j'utilise la grande règle dont je vous ai parlé. Je vais la poser ici, et je vais voir un petit peu ce qui se passe sur ma table de sortie. Donc, pour bien voir si ma table d'entrée et de sortie sont parallèles, je vais déverrouiller ma table d'entrée, et je vais la monter de façon à ce qu'elle soit quelque part, à un endroit, soit là, soit devant, hein, par là, soit derrière, par là-bas, qu'elle soit au ras de ma table de sortie. Et ensuite, je vais vérifier le parallélisme déjà devant. C'est-à-dire, je vais vérifier que si elle est au ras là, elle est aussi au ras ici. Après, s'il y a un creux au milieu, vous ne pouvez rien y faire, c'est que la table est tordue. Donc là, je viens faire ma vérification. Et là, je pense qu'on est pas mal. J'ai l'impression qu'on est droit partout là. Du coup, je vais regarder ce que ça donne au fond. Et au fond, ce que je constate, c'est que elle est énormément levée par rapport à ce qui est censé se passer ici. J'ai essayé de vous faire un gros plan. On va déjà faire un gros plan devant. Donc devant, je vais juste vous demander de me faire confiance. La règle touche d'un bout à l'autre. Ça veut dire que l'arête avant de la table, elle est parfaitement dans l'alignement de l'arête avant de la table de sortie. Hein, les deux arêtes devant sont bien alignées, et ça c'est pas mal. Et mon index n'est pas tout à fait au 0, mais j'allais dire on s'en fout. Là, si vous voyez vraiment bien tout le long, on est pas mal. Hein, c'est-à-dire que tout le long, ça plaque bien. Et ça, jusqu'au bout. Voilà. Si je vais poser ma règle à l'arrière, et que je vous fais encore une fois un gros plan, à l'arrière, j'ai 1,5 mm, presque 2 mm. Voilà, donc ça, c'est des petites clés hexagonales. La clé de 2 passe pas, mais celle de 1,5, elle passe presque. Hein. Je pourrais pratiquement la passer, donc je dois avoir presque un 25 mm. Un 25 mm, c'est énorme. Donc ça veut dire, j'ai le même système de réglage à l'arrière, je ne vous le remontre pas, mais ça veut dire que je vais descendre ma table d'entrée sur la partie qui est le plus près du mur là. Donc même système que tout à l'heure, je prends mes petites clés de 13, je desserre le bazar, et ensuite, avec mes deux clés, je vais descendre doucement mon boulon. Et là, normalement, vous allez peut-être voir à la caméra qu'il se passe quelque chose. Donc là, je regarde un petit peu où j'en suis, et ça commence à pas être mal. Je suis peut-être même un peu trop descendu. On va voir un peu comment on peut corriger ça. Mais là, je suis en train de me rendre compte qu'en ayant fait ce que je viens de faire, j'ai bien redescendu ma table. Par contre, j'ai un espèce de creux, c'est-à-dire que ma table de sortie, si on imagine qu'elle est horizontale, et si j'exagère beaucoup, ma table d'entrée, elle plonge un peu comme ça. Ça veut dire que je dois jouer sur un réglage qui se trouve ici, pour remonter légèrement là, et ensuite je remonterai derrière. Ici, j'ai un système d'excentrique. Hein, là, ça c'est une excentrique, et ça c'est la contre-vis, je sais pas comment on dit, qui vient verrouiller l'excentrique. Donc, avec l'excentrique, si je plonge légèrement en avant, c'est-à-dire si je suis trop bas devant, ça veut dire que, comme ici j'ai un point de pivot, il faut que je baisse ici, ce qui va monter l'avant. Si je baisse l'arrière et que j'ai un point de pivot au milieu, ça monte l'avant. Ça c'est logique. Je prends une clé à molette parce que j'ai pas d'autre.
clés qui peuvent faire pour ça. Et ensuite, on va déverrouiller le contre-écrou. Là, j'ai dû en faire un petit peu. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de marge sur ces réglages-là. Et là, je vais vérifier maintenant si je suis droit. Alors, ça plonge encore légèrement devant. Et là, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc, comme on est pas mal, je serre bien pour verrouiller tout ça. Et je retourne à l'arrière de ma table. Et de la même manière, je revérifie où je suis. Donc ici on passe. Ici ça coince un petit peu. Ici on passe pas. Là, et à l'arrière. Ouais. En fait, j'ai l'impression soit que ma règle n'est pas tout à fait droite, soit que ma table est un peu creusée. Donc on va pas en tenir compte parce qu'il y a vraiment quelques centièmes là. Après, encore une fois, ce sont des machines d'entrée de gamme. Par contre, là, je suis a priori un tout petit peu encore creusé. Du coup, je prends ma petite clé qui va bien. Et je vais venir remonter ici à l'arrière. Donc là, je suis pas mal. Et là, je suis un petit peu creux à l'avant. Mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je dois redresser encore un tout petit peu ma table? Et comme ça, j'aurais tendance à dire que oui. Du coup, je vais reprendre ma clé et je recommence. Donc là, on est correct sur l'avant. Alors encore une fois, avec la géométrie de cette machine, qui reste une géométrie d'entrée de gamme, et je suis conscient que mes tables, elles ont des petits centièmes qui se baladent un peu partout. Alors à chaque fois, je verrouille ma table pour être en position verrouillée, autrement dit dans la position d'usinage définitif. Là on est pas mal. Est-ce qu'ici j'ai toujours du creux? Ici j'ai toujours un creux, qui est d'ailleurs important parce qu'il va quasiment jusqu'au bout. Donc ça veut dire que je suis encore trop haut là. Donc là, je baisse la partie qui est près du mur de ma table d'entrée. Donc là, je pense que je suis vraiment pas mal du tout. C'est vrai que je suis pas mal, moi je trouve. Oui, on a le droit d'avoir des goûts de chiottes. De toute façon, si je me dis pas à moi-même que je suis beau, qui c'est qui va me le dire, je vous le demande, moi. Voilà, donc maintenant, j'ai l'impression que mon réglage est vraiment pas mal. Donc maintenant que mes deux tables sont bien en place, j'ai verrouillé mes contre-écrous, et là je vérifie juste que je suis toujours bon. Encore une fois, en ayant un petit peu d'indulgence, parce que la table est légèrement creusée ici. C'est comme ça. Je vérifie également que devant c'est toujours bon, et a priori c'est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste régler mon zéro machine qui est là. Donc je ne suis pas sûr qu'on voit bien dans la vidéo, mais là si je regarde, je suis plutôt sur 0,5 alors que c'est censé être 0. Donc là je fais dans le très simple, c'est-à-dire que je prends mon index, on va juste déplacer un tout petit peu l'index, puisqu'a priori ça fait partie du champ des possibles. Voilà. On est en train de parler de matériel d'entrée de gamme. En fait, pour faire ma vérif, je vais venir me placer à l'endroit d'où habituellement je lis ma mesure, puisque habituellement je me mets là. Et là, je vois à peu près le 0. Alors après, en dégauchissage, de toute façon, on n'est pas même à un quart de millimètre, on s'en fout. Le but, c'est vraiment qu'on voit l'ordre d'idée de ce qu'on va enlever comme matière. Est-ce que je vais plutôt enlever 2 mm, ou est-ce que je vais plutôt enlever 1 ou 0,5, histoire de ne pas faire des passes de marteau sur des bois difficiles. C'est tout ce qu'on cherche. Parce que l'épaisseur de la planche, c'est au rabotage par la suite qu'on vient la régler. Je règle ma table de sortie
parallèles à mon arbre et à mes fers, ou bien je règle mes fers et mon arbre parallèles à ma table de sortie, ça dépend un petit peu des réglages que j'ai et qui m'arrangent le mieux. Et ensuite, je règle le parallélisme de ma table d'entrée par rapport à ma table de sortie. Sans oublier que le réglage 0 de la table de sortie, qui lui ne bouge plus jamais tant qu'on s'en sert plus, il bouge plus, il se fait, lui, avec un petit enlèvement de matière très léger, de façon à ne pas accrocher quand on va venir avec la pièce de bois, quand je rentre ici. Là, sinon c'est ennuyeux, puis ça peut même être dangereux, parce qu'on va chercher à faire des trucs qu'on ne devrait pas. En particulier, on va reculer, il ne faut jamais reculer sur les machines dans lesquelles on rentre du bois dedans, quoi. Donc maintenant, je vais mettre le cax, l'aspirateur, la musique en route, l'aspirateur, tout ça, et puis je vais prendre une pièce de bois, puis je vais regarder un petit peu ce que ça donne, si je dégauchis tout ça. Donc là, je vais y prendre, on va dire, allez hop, un petit millimètre de passe, puis on va voir ce que ça donne un petit peu avec une pièce de bois. Alors je profite de ce petit intermède caféiné pour parler du talonnage. J'en ai discuté avec mon ami Cyril de objetbois.com. Je vous mets la petite fiche de la vidéo là. Ça doit être là. Que j'avais fait sur Cyril, qui fait des trucs super sympas. On discutait du talonnage. Et il me disait que lui, il avait des discussions avec des personnes qui pensent que le talonnage, c'est imparable, c'est obligatoire, donc il suffit de prévoir une surlongueur. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que le talonnage, ça concerne quand même, sur les planches, une longueur qui va faire peut-être presque 10 cm. Donc je trouve que ça fait déjà des grosses surlongueurs. Sur la longueur, si on a des bois qui sont propres, je pense qu'on peut limiter la surlongueur à 3 cm peut-être, voire 5, mais 10, c'est énorme. Et en plus de ça, pour moi, le talonnage, c'est en dégauchissage le signe que les fers sont simplement réglés trop haut, et en rabotage, le signe que les presseurs de sortie sont soit pas suffisamment serrés, soit qu'on n'a pas maintenu le bois à la sortie et qui vient descendre sur la table au bout et donc remonter contre les fers de la raboteuse et créer ce fameux talonnage. Je voulais faire une aparté là-dessus parce que si les fers sont correctement réglés, et je vous ai dit tout à l'heure que mes fers étaient réglés trop haut, donc entre-temps, moi j'ai corrigé le problème. Du coup, j'ai un bois qui sort de la rabot d'égo nickel, aussi bien en dégauchissage qu'en rabotage. Le talonnage, c'est pas une fatalité, c'est simplement le fait qu'il y a une amélioration possible dans le réglage de la rabot d'égo. On en rediscutera du talonnage quand on parlera justement du réglage des fers. Volontairement, dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré le réglage des fers, et puis on en reparlera aussi quand on parlera de la partie rabotage, parce que souvent, en sortie de raboteuse, on peut avoir un talonnage, et il y a des manières de le corriger. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté sur le talonnage. Maintenant que c'est fait, peut continuer. Donc, j'ai dit tout à l'heure que après avoir obtenu une face plane, je suis assez content de mon réglage, ça a l'air de bien se passer. Donc, après avoir obtenu une face plane, il faut que j'obtienne un champ perpendiculaire à cette face plane avant de passer le champ, enfin la face d'abord, et puis le champ dans la partie raboteuse. D'ailleurs, c'est le champ et puis la face parce que je rabote en montant. Donc, généralement, le champ est plus large que la face. Sinon, on appelle le champ la face et la face le champ. Voilà. Donc, je vais venir faire un réglage maintenant de ce guide-là, perpendiculaire à mes tables. Alors, j'en profite pour remercier au passage Florian Corr ou Koch, je sais pas comment on dit Florian, qui m'a offert cette équerre et puis une fausse équerre du même acabit. Je la trouve super chouette parce qu'elle est facile à lire en fait. Le marquage est bien foutu, elle est belle en plus, enfin je la trouve belle moi perso. C'est fabriqué Deutsche Qualität, Made in Germany, c'est marqué là. Voilà. Donc j'utilise une équerre et cette équerre me permet de savoir un petit peu si je suis d'équerre ou pas. Et là je vois que je suis pas vraiment d'équerre. Alors, en sortie, je suis d'équerre. Je sais que ma règle, elle est un peu vrillée. Je la rattrape en forçant, en fait. Donc là, je suis pas mal. Par contre, quand je m'approche ici, c'est du grand n'importe quoi.
Donc là, on est toujours sur la fidèle clé de 13. Je sais pas qui avait serré ça, mais t'es énervé. Pour Florian Corr, il fait du matériel en fait de tournage essentiellement et de sculpture aussi. Il fait toutes les gourges de cerises. Vous savez, Kirchen. C'est du matériel top. Je vous mets le lien de son site dans la description. Il était au salon Habitat et Bois et c'est vraiment un type super sympa. Donc là, j'ai juste un petit peu réglé comme ça parce que c'était vraiment trop vers la sortie. Donc là, je reverrouille un petit peu tout. On va voir si j'ai toujours les mêmes problèmes de vrillage de la règle. Et en fait, ça, c'est ce qui va me permettre, une fois que j'ai dégauché une face, d'obtenir un champ qui soit perpendiculaire à la face. Là, maintenant, je vais refaire mon test, sauf que je vais aussi faire un champ d'équerre et je vais vérifier avec une équerre, avec le rayon de lumière, là, si c'est d'équerre ou pas d'équerre. Alors, en équerrage, mon angle est un tout petit peu trop ouvert. Ça veut dire qu'il faut que je rabatte un tout petit chouïam. Alors je pense que ça vient pas des équerres, d'abord parce que j'ai vérifié celle-là avant d'utiliser, elle est parfaitement d'équerre, donc c'est du bon matériel, qualité allemande. Et en tout cas, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que s'il y en a une des deux qui n'est pas d'équerre, enfin, si elles sont pas d'équerre pareil toutes les deux. Alors ce sera vraiment pas de bol. Et je l'ai vérifié avec la méthode du retournement et de la bisectrice, donc normalement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, je fais de la pub, je suis sponsorisé. Là, pour le coup, c'est un cadeau. Alors, je suis sponsorisé, hein, on peut le dire. Mais en attendant, je la trouve vraiment chouette. Elle me plaît beaucoup. Je vais la mettre dans l'armoire qui est là, avec mes beaux outils. Alors, puisque on en est à faire du sponsoring, hein, j'ai fait celle-là, qui est une espèce de chinoiserie qui est pas terrible. Déjà, juste là, on voit la différence de qualité entre les deux, la différence d'épaisseur des métaux, etc. Et en plus, elle avait ce machin-là qui est un petit peu chiant parce qu'il vient toujours vous embêter quand vous voulez mesurer votre... Et là, je dois reconnaître qu'il est un petit peu plus discret. Alors, on n'est pas encore tout à fait parfait. Il peut dépasser encore un tout petit peu, mais on est déjà mieux, je trouve. Voilà. Du coup, je pense que je vais plutôt utiliser celle-là. J'ai discuté avec Florian de tout ça. On a bu une bière aussi, c'était cool. Franchement, salon Habitat et Bois, c'était le top. Il y a des gens super là-bas. Il y a une vague différence entre les deux, quoi. Je préfère celle-là. Alors, je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo va durer au niveau du montage. Parce que voilà, j'ai pas mal de rush. Ça m'aura pris un petit total de 2 heures pour régler la rabot d'ego. Non, pas 2 heures, 1h30, je dirais. Tout compris, hein, avec le temps de boire le café avant et tout. Hein. Donc on va dire 1 heure pour vraiment la régler, sachant que c'était complètement déréglé n'importe quoi. Pas grand chose de plus à dire, je suis content, c'est presque nickel. Il y a juste le petit talonnage en fin de passe. Puis j'ai une belle surface, l'affûtage maison des fers, c'est royal. La vidéo sera volontairement un petit peu longue parce que je voudrais quand même bien que tout le monde comprenne que pour régler une raboteuse, ça prend un petit peu de temps, surtout quand il y a tout à faire, hein, les tables, machin, les trucs. Si vous venez de la transporter, vous aurez ce genre de problème. Si vous venez de la recevoir et que vous n'avez pas pris une prestation de réglage nickel de la raboteuse dégauchisseuse, vous aurez ces problèmes-là aussi. Sans oublier que plus votre machine va être haut de gamme et plus les réglages vont être faciles et plus la géométrie sera nickel, vous y verrez propre, etc. Voilà, moi vous avez vu, hein, j'ai quelques petites limites. Des fois la table, je sais qu'elle est un tout petit peu tordue, mais bon, je fais avec. Quand je dis qu'elle est un petit peu tordue, elle est un petit peu creusée, il se balade des centièmes. Faudrait la rectifier avec des grosses machines-outils, ça fait déjà des grandes pièces quand même en fonte. C'est un petit peu compliqué. Cela dit, elle me fait du boulot nickel depuis des années, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Elle n'a toujours pas changé. Si vous ne servez pas de la raboteuse dégauchisseuse pendant un grand moment, ça se peut aussi qu'elle se dérègle au transport, au déménagement, enfin ce genre de choses, quoi. Ou quand vous l'avez bougé de place. Voilà. Du coup, prenez à le faire et prenez votre temps pour le faire. C'est pas la peine d'essayer de faire ça à l'arrache, c'est juste un coup à prendre une crise de nerfs. J'ai assez parlé, je vous laisse, c'est fini. Si vous aviez l'extrême obligeance, s'il vous plaît, de bien vouloir vous barrer de mon atelier en 4e vitesse. Et disez pas des gros mots, des fautes de français dans l'atelier.
Bon. Je m'en vais par là, vers le soleil couchant. En plus, c'est pas vrai parce qu'il se couche là-bas, le soleil. Voilà. Rien à voir avec la choucroute. Voilà. Et hop. Et le dernier ferme la porte et éteint la lumière. Et voilà, j'en ai été sûr. Le dernier est parti. La porte, elle est restée fermée, parce que je l'ai fermée moi, hein. Mais par contre, personne n'a éteint la lumière. C'est inacceptable. Vous avez vu mon lit, Nielsen? Il est beau, hein? Il est à moi. Personne n'y touche. C'est mon bravo.